Bonjour, donc aujourd'hui on est le 22 septembre 2024 et j'aimerais faire le point avec vous sur l'expatriation, sur pourquoi les Français quittent la France et est-ce qu'ils quittent encore la France. On pouvait penser qu'avec un nouveau gouvernement, eh bien les choses pourraient se calmer, mais visiblement c'est pas du tout le cas. En fait, on voit par exemple si on regarde sur Google Trends que depuis le 17 septembre, c'était plus ou moins en baisse, on va dire, jusqu'au 21 au niveau des recherches sur l'expatriation. Mais on voit que la nomination du nouveau gouvernement, donc voilà, on est le 22 septembre, hein, on est le lendemain, et bien déjà on voit qu'il y a une reprise des recherches sur l'expatriation dans Google Trends. Donc ça veut dire que les gens effectivement sont convaincus que tout va rester pareil et que en fait la situation va probablement même s'empirer. Et c'est pour ça que les créateurs d'entreprises, c'est ce qu'on va voir, hein, fuient la France. Il suffit d'ailleurs de regarder le titre des journaux, hein, je veux dire Le Parisien, voilà. Bon, je dis pas parce que c'est directement sur YouTube et que c'est pas le genre de personne, voilà, mais bon, ça vient d'arriver samedi, hein. Donc le 31 août, voilà, ça vient d'arriver le 31 août, c'était il y a, bon, c'était il y a une vingtaine de jours, mais bon, j'ai regardé comme ça rapidement. Euh, donc ça, c'est la violence qui est omniprésente dans maintenant la plupart des villes de France, hein, c'est vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que même pour les gens qui étaient expatriés et qui se disaient, bon, bah ok, je vais pas revenir dans une grande ville, mais finalement, peut-être on peut prendre la retraite dans un endroit un peu tranquille en France, mais c'est même plus possible. C'est-à-dire que maintenant, même dans les petites villes, en fait, c'est dans un état d'insécurité permanent et c'est une vraie catastrophe. Non seulement c'est une vraie catastrophe, mais en plus les autorités s'en prennent même aux Français eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai vu une nouvelle comme quoi il était interdit d'emporter des couteaux avec soi. Je veux dire, quand on a vécu un temps soit peu à la campagne, et pour les gens qui y travaillent, hein, je pense aux paysans, etc., qui travaillent à la campagne, je veux dire, sortir sans un couteau, c'est proprement impensable. C'est un outil de travail. C'est un outil qui permet de couper une branche, une plante, une ficelle, enfin vraiment tous les trucs qui sont indispensables dans la vie de quelqu'un qui se situe dans un lieu où c'est plutôt la nature et qui fréquente pas nécessairement bah, les métros, aussi les salons dorés parisiens. Bah, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe et donc voilà, plus personne n'a le droit d'emporter un couteau. Si vous êtes pris avec un couteau, c'est extrêmement grave. Vous avez le droit à des amendes. Je me demande même s'il n'y a pas des peines de prison qui sont prévues. Enfin, c'est tout juste hallucinant. C'est juste interdit complètement, quoi. C'est vraiment une folie. C'est-à-dire que d'un côté, on permet à des gens qui sont de rester en France. Et d'un autre côté, les Français, par contre, il faut qu'ils se retrouvent pieds et poings liés et les boulets aux pieds dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et ça, c'est absolument insupportable quelque part. Donc, je pense que c'est une des... je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui étaient, comment dire, intéressés par les choses genre survivalisme, etc. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un certain retour à la nature. Je veux dire, c'est agréable finalement de se promener dans la nature, camper un peu par-ci par-là, ouvrir une petite maison, cultiver un peu son jardin. Moi, je trouve ça c'est tout à fait sympathique. Le problème, c'est que c'est même plus possible. Donc la seule solution de ces gens-là, en fait, c'est de se barrer. Enfin, il faut partir. C'est hallucinant de stupidité enfin, c'est juste hallucinant ce qui se passe en France. Pourquoi rester? Je veux dire, si même vous vous baladez dans une forêt tout seul, vous avez besoin d'un couteau parce que c'est nécessaire, vous en avez besoin pour couper, encore une fois, une canne, n'importe quoi, et vous pouvez être mis en prison ou payer une amende hallucinante ou marqué dans un fichier, je crois quand même. C'est marqué dans un fichier. Mais je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de cinglé, de taré. Donc il faut partir. Enfin, il y a tous les autres pays sont beaucoup plus accueillants que ça. Je veux dire, même les pays qu'on appelle genre des dictatures, franchement, sont pas arrivés à ce point-là je sais même pas comment appeler ça. Donc ça, c'est pour la partie sécuritaire.
pourquoi les gens se barrent de France, et puis pourquoi les expatriés n'y reviennent pas aussi, c'est surtout ça le truc, parce que quand vous êtes expatrié pendant quelques années et que vous avez goûté quand même la tranquillité, je veux dire, moi quelque part, je viens de Paris à l'origine et vraiment c'était mon rêve d'habiter à Paris, etc. Et finalement ça s'est réalisé, mais je me suis aperçu d'un bout d'un moment que la vie était carrément devenue impossible. C'était juste une folie. Et je dois avouer que tous les jours, je me félicite d'en être parti. Et maintenant, je dois avouer que la seule chose que je fais, c'est d'éviter au maxi. Si jamais, quand les rares fois où je retourne en France, mais j'évite Paris comme la peste, quoi. Vraiment, c'est vraiment, je peux pas faire autrement que d'y aller, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et euh, c'était vraiment tout le contraire il y a 15 ans ou il y a 20 ans, quoi. Donc c'est juste, proprement hallucinant, quoi. Il y a une violence qui est vraiment très importante et c'est vraiment une catastrophe. Et la catastrophe, c'est que c'est partout. C'est partout, donc vous ne pouvez pas vous dire je vais aller en province. Donc c'est une raison pour laquelle, effectivement, les Français fuient et d'autre part ne reviennent pas. Je veux dire, ne reviennent pas, parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est beaucoup plus calme qu'à Paris ou même que dans des petites villes. Je veux dire, par exemple, dans le sud, Montpellier, hein, oui, c'est Montpellier. Montpellier, des villes qui étaient vraiment des paradis avant, c'est devenu carrément un enfer, quoi. Donc, je veux dire, non, quoi, c'est pas possible. Genre, le métro aussi, le métro. Quand je me rappelle le métro, quand j'étais dans le métro, bon, c'était. Mais maintenant, c'est devenu un enfer comme ça l'avait jamais été. Évidemment, les gens qui ont tout le temps vécu là-dedans, ça je le comprends, et je critique pas, hein, je critique pas les gens qui sont obligés de prendre le métro, hein, c'est pas de leur faute. Et puis, ils ont connu que ça. Mais quand vous avez connu autre chose, quand vous avez été en expatriation, et puis d'ailleurs, je veux dire, il suffit d'aller pas loin, vous allez juste en Espagne, hein, Barcelone, vous allez prendre le métro à Barcelone, vous allez comprendre ce que c'est un métro dont on se fout pas de la tête des clients. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous payez pour prendre le métro à Paris, mais c'est vraiment catastrophique. Vous allez à Barcelone, voilà, tout est normal, tout est bien, tout est clean, tout est propre, tout est bien organisé. Enfin, franchement, c'est juste hallucinant. Revenir pour aller là-dedans, mais pour- pourquoi aller dans l'enfer, quoi? Je vous pose la question, quoi. C'est juste fou, quoi. Département, commune, le millefeuille administratif. Bah oui, parce que. Mais encore, ces gens-là, ils formeraient un millefeuille administratif, euh, coûte au moins 7,7 milliards d'euros par an aux contribuables. À la limite, je dirais, ils existeraient, ils prendraient leur argent, ils vont manger avec et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais le gros truc, c'est qu'il faut se farcir toutes les procédures administratives. Parce que, quelque part, ces gens-là, ils ne se contentent pas de prendre l'argent. Non seulement ils prennent l'argent, il faut les salarier, il faut leur payer une retraite, mais en plus, il faut justifier il faut justifier leur existence. Et pour justifier leur existence, on vous envoie des formulaires qu'il faut remplir. Vous devez remplir ces formulaires. Ça vous fait une masse de travail hallucinante. Une PME a autre chose à faire que de remplir des formulaires. Donc vous allez remplir ces formulaires et comme ça permet à ces gens-là de justifier leur occupation. Donc ça justifie leur occupation et les 7,5 milliards d'euros par an, au fait, qu'ils prennent. Et vous, d'un autre côté, eh ben, vous devez prendre, parce que c'est un impôt déguisé finalement, hein. Le temps que vous passez à remplir les formulaires, là, vous qui êtes chef d'entreprise, vous passez tout votre samedi à remplir les formulaires, ou le soir, plutôt que de voir votre famille, c'est un impôt sur vous. C'est pas plus qu'un impôt. Donc, ce genre de truc-là qui est hallucinant, ben, c'est une autre raison pour laquelle les Français se barrent et puis veulent surtout pas de créer d'entreprise en France. Je veux dire, c'est quand même un truc qui est fou, ça. Dire, on voit pourquoi les jeunes talents quittent la France. Bah, pourquoi? Parce que quand ils voient ça,
ils comprennent que c'est pas une bonne idée. Créateur d'entreprise, créer sa boîte à l'étranger, pas forcément très compliqué. Bah ouais, c'est pas forcément très compliqué, c'est juste plus simple. Mais c'est pas la question en fait. Monter une boîte en Chine, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué que monter une boîte en France. Il faut beaucoup de... Vous avez aussi une forte bureaucratie, il y a des problématiques aussi de prise de contrôle de la société, etc. Vous avez vraiment ce genre de problématiques. Seulement, ce qu'il faut voir... Et donc, si vous voulez, la procédure en France, elle est incomparablement plus rapide. À la limite, vous allez quelque part, vous signez un papier, en une demi-journée, en France, vous créez votre boîte. Ça, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est après. C'est-à-dire qu'après, vous avez tout un tas de gens qui nagent dans une société où finalement les gens sont assez envieux. Un chef d'entreprise, il n'a pas besoin de réussir pour être jalousé. Il suffit juste qu'il s'appelle chef d'entreprise. Et à ce moment-là, à ce moment-là, tout le monde se trouve justifié eh ben, de le taxer, de tout un tas de choses négatives dont je ne vais pas faire la liste ici, mais je pense que tous ceux qui sont chefs d'entreprise comprennent très bien de quoi je veux parler. Alors maintenant, il y a des chefs d'entreprise qui, eux, ça leur arrive pas, hein. Les gars, ils ont fait les grandes écoles, ils font partie des bonnes familles, ils sont nés avec beaucoup d'argent, donc il y a pas de problème. Pour eux, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, vous allez trouver toute une classe de chefs d'entreprise. Pour eux, tout baigne, tout va bien. Mais les autres partent. Les autres partent parce que c'est beaucoup plus facile de réussir à l'étranger. Il y a combien d'entrepreneurs qui sont partis, ne serait-ce que dans la Silicon Valley aux États-Unis, pour créer de la richesse, pour créer du business. Si tous ces gens-là étaient restés en France, la situation de la France, elle ne serait pas dans cette situation-là. Parce que le problème qu'on a, c'est pas juste un problème de dette, c'est aussi un problème de mentalité, c'est aussi un problème d'exemplarité, d'émulation entre les gens. Mais si les gens qui sont les plus créatifs eh ben, partent, et c'est pas nécessairement les mieux éduqués, hein, c'est pas nécessairement ceux qui ont fait les grandes études. Moi, j'ai rencontré à l'étranger beaucoup d'expats qui avaient monté des boîtes. Les gars, ils avaient peut-être même pas le bac, mais ils avaient monté des boîtes et ça marchait bien. Ils avaient des employés et ils réussissaient bien à l'étranger. D'une certaine manière, la France les a chassés. Donc, et malheureusement, c'est comme ça. Et surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est difficile de quitter la France euh, parce que, enfin, c'était difficile de quitter la France. Franchement, avant, il y avait vraiment une qualité de vie, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, qu'il n'y a plus du tout maintenant. Ça, c'est clair. C'est dramatique, mais les Mozart de la finance sont passés par là et ça a vraiment détruit beaucoup de choses. Mais si vous n'en êtes pas convaincu, si vous hésitez, je pense que le mieux, c'est prenez un congé sabbatique. Vous prenez, je ne sais pas combien c'est possible, mais normalement, je crois que 6 mois, un an, c'est possible de prendre un congé sabbatique. Vous allez vivre dans peut-être 2 ou 3 pays. Vous faites d'abord une présélection avant quand même, hein. Vous faites une présélection pour voir un peu comment ça peut se passer. Et puis, bah, imaginez ce que vous aimeriez faire. Bon, il faut s'adapter, c'est-à-dire que quelque part, vous allez avoir besoin d'apprendre une langue étrangère, bon, généralement. Vous allez aussi avoir besoin de... Si vous rêvez de créer une boîte, bah, c'est l'occasion rêvée. Je veux dire, monter une boîte à l'étranger, mais vous allez devoir vous adapter. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez peut-être partir pour vendre, je sais pas moi, des produits alimentaires, et puis finalement, vous allez terminer par vendre des produits de beauté. Vous voyez, c'est un peu le truc. Mais au final, vous allez quand même créer une activité qui va vous satisfaire, qui va vous rendre heureux, hein. Et vous serez pas nécessairement poursuivi par la folie administrative avec des tonnes de papier à remplir et ce genre de folie-là, quoi. Je veux dire, vous pouvez voir, moi, dans cette vidéo, j'aimerais parler un peu plus de l'Asie, parce que c'est vrai que j'ai parlé quand même pas mal de la Chine.
Je parlerai des autres continents parce qu'il y a, je pense, en Amérique latine, je pense que l'Amérique latine, ça peut être une destination. En fait, pour moi, il y a trois zones, entre guillemets, d'avenir, si on peut dire. Quand on veut s'expatrier, il y a, bon, l'Asie, évidemment, mais c'est pas vraiment une zone très nouvelle. On peut rajouter, entre guillemets, l'Inde, l'Asie, Océanie. Je sais pas s'il n'y a pas l'Inde là-dedans. Si, là, il y a l'Inde. Bon, l'Inde, c'est quand même un peu, disons, quatre zones, parce que moi, je dirais la Chine et l'Asie Pacifique, quelque part. Et d'autre part, l'Inde, c'est plutôt l'Asie centrale. Ils sont vraiment relativement séparés du reste. Donc voilà. Et puis, donc l'Afrique. Et puis, donc, l'Amérique latine, où on a quand même, en tant que Français, on a quand même hérité d'une connaissance, je veux dire, qui est assez internationale, c'est pas le mot, mais on a quand même hérité d'une connaissance des cultures de manière générale sur tous les pays du monde, qui est quand même assez intéressante et qui peut vous servir en expatriation pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais voyez, par exemple, si vous allez en Asie, euh, bon, la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'est quand même un peu particulier. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Et moi, enfin, bon, je vais discuter de tout ça. Le Sri Lanka et le Bangladesh, je connais pas très bien, enfin non, je connais pas du tout en fait ces deux pays-là, donc je pourrais pas en dire grand-chose. Simplement, euh, mais ça c'est généralement quand vous allez à l'étranger. Je pense que il faut faire très attention au niveau de l'hygiène. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important parce que les résultats peuvent être assez graves en fait, hein. Donc même si ça arrive pas souvent des accidents ou des problèmes de santé, ça peut quand même être assez grave dans les pays, dans des pays tropicaux. C'est le fait que ça soit tropical en fait. Bon, les bactéries se développent de manière différente que dans les pays tempérés. On n'en parle pas assez quand on parle d'expatriation, hein. On parle beaucoup de trucs administratifs, mais on parle pas assez en fait de la santé. Et c'est vrai que ça peut être problématique. Bon, la Birmanie et la Thaïlande, voilà, c'est un peu dans le même. Hein. La Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, je ne sais pas si ça figure là-dedans. C'est aussi un peu, voilà, dans la même zone. Bon, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu à part hein, quand même. Donc la Thaïlande, évidemment, c'est un endroit qui est très sympa. Donc il y a sans doute, il y a pas mal de... Mais c'est un pays qui se modernise, c'est un pays qui se modernise. Il y a des changements sur la fiscalité en ce moment. Donc voilà. Le Cambodge et le Vietnam, il y a des Français hein, qui vont au Cambodge, qui s'installent au Cambodge, à défaut de s'installer au Vietnam. J'imagine que peut-être le coût de la vie au Cambodge est un peu moins élevé que dans les autres pays. Et bon, ensuite pour monter des business, faut voir. Mais j'imagine que c'est relativement possible. Généralement, dans ces pays-là, quand vous montez des business aussi, faut penser dès le départ que peut-être vous allez être obligé d'avoir un associé local avec vous. Donc c'est vraiment important quand même de bien comprendre les tenants et les aboutissants du truc et bah, de prendre les mesures qui vont bien, hein. Je veux dire, je pense que quand on va en expatriation et qu'on veut créer un business comme ça, c'est indispensable d'être associé avec un autre Français ou avec un francophone en tout cas, mais de manière à pouvoir se soutenir. Au cas où il y en a un qui a un problème, bah, l'autre peut prendre le relais. Enfin voilà, c'est vraiment important. Taïwan, bah, Taïwan, voilà, Taïwan, en ce moment, il y a la problématique avec la Chine. Je sais pas trop quoi en penser, d'ailleurs, au niveau géopolitique. Est-ce qu'il faut craindre ou est-ce qu'il faut pas craindre? Je sais pas. Franchement, je... voilà.
Mais si vous voulez, c'est Taïwan, c'est quand même beaucoup plus, c'est plus développé que la Chine. Ils ont de l'avance sur la Chine. Et c'est eux qui ont investi en Chine, hein. Avec les Hongkongais, en fait, ils ont investi en Chine, ils ont permis à la Chine de prospérer. Donc voilà où ça en est actuellement. Il faut savoir qu'à Taïwan, il y a quand même un héritage japonais. Ils ont été occupés par les Japonais pendant un certain temps. Et donc, quelque part, Taïwan, c'est pas exactement comme en Chine. Il y a quand même un aspect un peu, un peu disons, de culturel japonais aussi à Taïwan. Euh, donc, diminution en Afghanistan, ouais, Fidji, bon, Brunei, en Malaisie. La Malaisie, la Malaisie. Ah non, c'est l'Indonésie. Ah, il y a une baisse en Indonésie. Pourtant, c'est là où il y a Bali, qui est une destination qui est assez prisée de pas mal de youtubeurs, hein. Le Népal, bon, il faut aimer la montagne. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà. En Inde, le nombre d'inscrits baisse de 4%. Bangalore, on ne parle pas de Mumbai, parce que ça aurait été intéressant de voir ce qui se passe à Mumbai, parce que Mumbai, c'est une zone dans laquelle vous avez beaucoup de la tech, hein. L'Inde, c'était quand même un pays où il y a beaucoup de tech, hein, il y a beaucoup de développement, hein, il y a en fait, beaucoup de développement informatique de la tech se fait en Inde. Et beaucoup de services sont délocalisés en Inde. Donc c'est un peu étonnant. Bon, il faut voir que aussi, c'est en 2018, hein, c'est avant la pandémie, mais bon, il n'y a pas quand même des variations à ce point-là aussi importantes. En Chine, la communauté française diminue de manière importante, donc moins 5% en gros. Euh, Donc, d'après ce que je comprends, en fait, Wuhan, Wuhan, c'est la ville, en Chine, c'est la ville où il y a toujours eu pas mal de Français parce qu'il y a Peugeot qui avait implanté des usines là-bas. Donc, c'est quand même un coin, et il y a beaucoup de Chinois francophiles et qui parlent le français qui viennent de Wuhan. Vous avez Canton, bon, Canton, voilà, c'est le sud de la Chine. Euh, c'est pas loin de Shenzhen, qui est là l'épicentre du développement de la Chine au 21e siècle, hein. 21e siècle, ouais. Fin du 20e, début du 21e. Shanghai aussi, forte diminution, ouais, et pied à Pékin. Donc ça, j'imagine, le fait qu'il y ait quand même ce genre de diminution à Shanghai, qui est quand même une ville. C'est à l'origine, hein, la ville telle qu'on la connaît, enfin l'embryon de la ville telle qu'on la connaît, parce qu'il y avait une ville de Shanghai à l'époque, mais elle était un peu à l'écart. En fait, les Français et les Anglais avaient récupéré les marécages qui se trouvaient le long de l'embouchure du fleuve et avaient commencé à... C'est là où les Anglais ont fait le bound et il y avait une partie, c'était la concession française et une partie, c'était la concession anglaise. D'ailleurs, c'était des concessions, c'est pas vraiment comment dire, une annexion de la part de la France ou ce genre de choses-là. Et Shanghai est la ville du business. En Chine, c'est vraiment la ville du business quand même. Donc le fait que, euh, eh bien, il y a beaucoup de Français qui s'en vont de Shanghai, c'était c'est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas pour le business français en Chine. Et pareil à Pékin. Donc, Pékin, c'est un peu moins business. Donc, voilà, il y a quand même une baisse importante. Et c'est en 2018, hein, c'est même pas une question de pandémie ou quoi que ce soit, hein. Je vais regarder en haut. Voilà.
fin 2018. Donc là, il est même pas question de parler de pandémie en fait, hein. Mais vous voyez un peu l'idée sur l'Asie en fait. Euh, voilà. La communauté représente 8% des Français expatriés dans le monde. Bon, il y a beaucoup d'expatriés en Europe aussi, hein, donc voilà. Euh, Il faut voir aussi que dans les chambres de commerce mondiales, en fait, la chambre de commerce française, c'est là où il y a le plus d'adhérents, enfin où il y a le plus de membres, c'est en Chine. Vous avez, c'est la plus grosse chambre de commerce française au monde, la chambre de commerce française en Chine. Donc, elle est présente dans un certain nombre de villes, évidemment, euh, Pékin, Shanghai, Canton, Beijing. Et bah, généralement, ce qui marque, on parle pas du Japon, on parle pas du Japon. Euh, Ce qui marque pas mal quand même pour les gens qui vont en Asie, je pense que c'est le dynamisme de ces pays-là. Vraiment, euh, la première fois que j'ai été en Asie, c'était en 93, je crois, 1993, il me semble. Euh, et donc ça remonte déjà il y a voilà, très longtemps, une trentaine d'années. En fait, il y a un truc qui est très marquant, c'est l'activité. C'est-à-dire que vraiment, quand on est en Asie, on a envie de faire des choses, quelque part, on revit, et vraiment, hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'activités. Alors c'est pas du tout agressif, hein, c'est pas vraiment pas du tout agressif. Au contraire, c'est très positif. En fait, on a vraiment l'impression de se retrouver quelque part. Bon, j'ai pas connu cette époque, mais ça donne, d'après les images, les films qu'on a, l'imagination qu'on peut avoir en tête, ça donne un peu d'être revenu dans les années 50 en France, quoi. Je veux dire, avec le même dynamisme, la croissance, le, comment dire, la connaissance de nouvelles choses, etc. Donc c'est vraiment, ça rend vraiment l'expatriation assez passionnante et assez intéressante, à vrai dire. Et quand on revient en France, alors là, c'est vraiment le coup sur la tête, c'est-à-dire que on revient vraiment, on a l'impression il y a plus grand monde, que tout est vide, enfin vraiment, et qu'il se passe rien, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est pour ça, généralement, je pense que il y a quand même pas beaucoup de gens qui vont en Asie et qui reviennent déçus de leur voyage, hein, vraiment, ou de leur expatriation, hein, je veux dire. Bon, par contre, il peut y avoir des mauvaises expériences, ça, évidemment, faut pas se le cacher. Mais je veux dire, si vous écoutez, enfin, euh, si vous, comment dire, écoutez des gens comme moi, qui ont été en expatriation et qui peuvent vous parler un peu de ce qu'ils pensent, de leurs connaissances, etc. À ce moment-là, ça peut enfin, ça se passe généralement pas mal, quoi. Mais donc voilà, bah, voilà où on en est. Alors, l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Euh, Bah, déjà, il faudrait qu'elle soit verte en France. Je crois que c'est un peu ça le problème. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.